Bonsoir YouTube, troisième essai sur la traversée infernale. On va aller un tout petit peu plus vite, comme l'indique le ton de cette vidéo d'ores et déjà, pour ce troisième essai, puisque je ne vais pas tout relire au niveau des paragraphes. Par contre, je vais refaire les combats, parce que j'ai eu des jets des catastrophiques, et je suis sûr que je peux faire une petite sauvegarde, tout au moins à l'arrivée sur Ragaddorn, avec quand même un bien meilleur total de points d'endurance que ce que j'ai eu sur mes deux premiers essais. Donc pour mémoire, vous le savez, vous avez forcément vu les deux premières vidéos. Si vous êtes toujours ici avec moi, nous allons de Holmgard à Amardal récupérer le glaive de Summer. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Allez, sans plus attendre, comme on dit, comme le veut la tradition, chapitre 1, mais on ne va pas tout relire, et donc je vais aller directement tenter d'échapper. Est-ce que c'est la peine d'échapper à son emprise? Bon, c'est même pas la peine, on va aller au 273. Hop. Je sais pas en fait s'il y a un moyen d'échapper à ce traquenard. Donc on rencontre Renan et on va au 160, bien entendu, c'est un usurpateur et c'est un piège, on le sait, on le sait. Alors 160, je peux essayer éventuellement la communication animale puisqu'il y a une souris dans la pièce de la taverne où je suis attablé avec cet usurpateur d'identité et on va essayer la communication animale. 203, voyons ce que ça nous donne. Vous avez faim, voulez-vous un peu de fromage? Vous avez posé cette question au marin pour avoir jeté un coup d'œil aux deux souris qui s'affairent à l'autre bout de la salle. Utilisant alors la discipline caille de la communication animale, vous ordonnez aux deux rongeurs de vous apporter leur fromage et un instant plus tard, l'homme constate avec stupéfaction que les souris viennent effectivement déposer le fromage à vos pieds avant de disparaître en toute hâte. Je pensais qu'elle pourrait m'avertir, peut-être que c'était un traquenard, un piège, mais même pas. Donc, tout ça pour ça, on ne peut pas échapper à ce piège. Ça, j'aime pas ça de s'en sortir. Donc là, voici, premier combat avec les brigands, habileté 16, endurance 25, qui me tombe dessus. Alors, coefficient plus 7 comme d'habitude, et je vais faire ce premier combat. Alors, vous avez le droit de faire avance rapide, hein, si c'est redondant pour vous, vous n'hésitez pas. Je ne vous en voudrais pas, sachez-le. 4, c'est guère mieux, mais c'est un petit peu mieux quand même que les 2-1 que j'ai fait au premier essai. Donc nous sommes loup solitaire moins 2 et l'ennemi moins 10. Je passe à 21 et l'ennemi passe à 15. Deuxième assaut. J'ai jamais essayé de fuir en fait. 0. Alors le 0 pour les combats, c'est super. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est le meilleur chiffre. Donc l'ennemi est tué et je perds 0 points de vie. On peut passer à la suite. Est-ce que vous m'autorisez à voir ce que ça donne si on fuit? Vite fait quand même, pour voir. 125. Ouais, bah ça sert à rien, ça sert pas à grand chose. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 333. Ça sert à rien puisqu'on arrive tout de suite au passage lorsqu'on prend le bateau. Alors, le marin qui se faisait passer pour Renan semble avoir pris la fuite. Alors, je vais quand même réessayer de le retrouver avant de rejoindre le sceptre vert qui doit m'emmener vers Durénor. Ça sera au 67. Rien à faire, je ne peux pas le retrouver et je me rends à l'amarrage du canot pour embarquer sur le sceptre vert au numéro 300. Déjà, c'est déjà mieux au niveau point de vie. Donc, je fais la connaissance du capitaine. Et là, je vais jeter... Alors, je suis arrivé dans ma cabine au sein du bateau. Je vais jeter un dé pour savoir ce qu'il m'arrive. Donc, j'ai déjà fait deux possibilités. 3, alors je ne sais pas si le 2 ou le 3. Le 316, je ne l'ai jamais fait. Ça va donc être une découverte. 316. Le lendemain matin, vous êtes réveillé par les cris de la vigie postée dans le nid de pie. Navire en vue, par tribord avant, annonce-t-il. Vous montez aussitôt sur le pont en affrontant vaillamment la fraîcheur de la brise marine. À l'horizon, on aperçoit les rivages boisés qui s'étendent à l'est de Summerlun et, à mi-chemin,
un navire marchand qui semble sérieusement endommagé. Un seul de ses mâts reste encore intact et il est de toute évidence en train de sombrer. Le navire bat pavillon de durée nord, mais le drapeau a été lissé à l'envers en signe de détresse. Utilisez la table de hasard pour obtenir un chiffre. Là, c'est totalement inédit et je vais me rendre au 94. Vous insistez auprès du capitaine pour qu'on aille voir ce qui se passe à bord du bateau, mais il ignore votre demande et ordonne à ses hommes de poursuivre leurs tâches habituelles. Vous contemplez le navire marchand qui disparaît bientôt à l'horizon en vous demandant pourquoi le capitaine a refusé de faire quoi que ce soit. Puis vous descendez dans la coursive et vous vous enfermez dans votre cabine en prenant bien soin de verrouiller la porte. Rendez-vous au 240. Après 3 jours en mer, durant lesquels il ne s'est rien passé, vous commencez à trouver le temps long. Ah, c'est là déjà que je peux récupérer mes points de vie, donc je ne veux pas aller plus loin. Je n'ai pas la discipline caille de la 10 raisons, donc comme d'habitude, c'est la moitié des points de vie, j'en ai perdu 2. Je repasse à 22. Donc là, on est plutôt bien. Alors là, je vais faire le dernier choix. Un feu se déclare. Descendre dans la cale, ce n'est pas bon, il y a un appel d'air et on perd 2 points d'endurance. Crier au feu, c'est pas super non plus, mais c'est peut-être le moins mauvais choix. Et enfin, je vais plutôt décider d'aller prévenir le capitaine, ce qui est un choix quand même tout à fait défendable, hein, c'est le capitaine qui commande. Vous vous précipitez à l'intérieur de la cabine du capitaine. Celui-ci lève les yeux de la carte qu'il était en train d'étudier et vous regarde d'un air surpris. Le feu a pris dans la cale. Vous avez parlé d'une voix haletante, le souffle coupé d'avoir tant couru. Un instant plus tard, le capitaine est sorti de sa cabine et donne l'ordre à ses hommes de remplir des seaux d'eau et de rassembler des couvertures pour étouffer l'incendie. Lorsque vous atteignez la cale avant, la fumée s'est épaissie et soudain, une véritable frénésie s'empare du navire. Des flammes, en effet, viennent de jaillir du panneau d'écoutille. Il faut plus d'1 heure pour maîtriser le feu et les dégâts sont considérables. Les vivres et les réserves d'eau étaient entreposées dans cette cale, il n'en reste plus rien. De plus, la coque du navire a été endommagée. Le capitaine remonte de la cale en fumée et s'approche de vous, le visage noir de suie. Il porte un paquet sous son bras. Je dois en parler en privé, my lord, dit-il à voix basse. Sans dire un mot, vous le suivez jusqu'à sa cabine au 222. 222. Donc là, il me prévient que c'est un sabotage. Vous voyez, cet homme de confiance, il a un regard bizarre quand même. Ensuite, on voit un navire à bâbord avant et on a le choix, le capitaine sort, on a le choix entre fouiller la cabine ou le suivre. Alors, est-ce que j'avais plusieurs choix dans la cabine? Je ne crois pas. Je vais juste... Donc j'ai le choix, j'ai pas le choix, ça ne sert à rien. Sans la discipline caille, de toute façon, de la maîtrise de la matière, je ne pourrais rien y faire. Ce coffre me restera inviolé. Rendez-vous au 175. Il semble que l'oiseau se soit envolé, dit le capitaine. Il vous montre alors un canot qui file à bonne allure en direction d'un autre navire. Regardez bien ce vaisseau, il n'a pas de pavillon et sa forme me paraît bien étrange. Je n'en ai encore jamais vu de semblable. Vous observez le canot qui rejoint en quelques instants le mystérieux navire. Et soudain, comme par magie, un brouillard venu d'on ne sait où se lève sur la mer et enveloppe le vaisseau. Moins d'1 minute plus tard, le navire et le brouillard ont tous deux disparu. Utilisez la table de hasard pour obtenir un chiffre. Alors, voici, donc là, il n'y a que 2 choix, ça sera un 7. Je vais au 209, il me semble que c'est ce que j'avais eu. Vous entendez bientôt des murmures parmi les hommes d'équipage. Parfois, quelques mots prononcés distinctement vous parviennent aux oreilles. Ils parlent de vaisseaux fantômes et de malédictions. Mais les rumeurs s'évanouissent brusquement lorsque la voix, tonnante du capitaine appelle tout le monde sur le pont. Et lorsque le capitaine Kellman lui-même monte sur le pont arrière pour venir parler à l'équipage, on n'entend plus alors que le craquement des mâts du navire qui gémissent sous le vent. Nous sommes à 3 jours de Port Bax, dit le capitaine. Le feu a dévoré nos provisions et nous n'avons plus d'eau potable. Il nous faut donc mettre le cap sur Ragadorn, où nous pourrons faire réparer le navire et reconstituer nos vivres. C'est tout. Les hommes d'équipage semblent satisfaits de cette décision et se remettent au travail avec une vigueur renouvelée. Le capitaine se retourne alors vers vous.
Nous aurons rallié le port de Ragadan dans 8 heures environ, dit-il. J'ai reçu pour instruction de vous amener sain et sauf à Port-Bax et de vous confier à la garde du consul du Sommerlund, le lieutenant-général Rigard. Mais le temps est contre nous, et j'ai bien peur qu'il faille une bonne huitaine de jours pour réparer le navire. Lorsque nous aurons jeté l'ancre, vous devrez alors décider si vous souhaitez poursuivre votre voyage à Durenor par la mer, en restant avec nous, ou par la route, en allant là-bas par vos propres moyens. Tandis que vous retournez dans votre cabine, les paroles du roi vous reviennent en mémoire. 40 jours solitaires, tu n'as que 40 jours pour apporter le glaive. Nous aurons la force de résister à l'ennemi pendant ces 40 jours. Après, il sera trop tard. Non, décidément, il ne vous reste guère de temps pour accomplir votre périlleuse mission. Rendez-vous au 197. Lorsque l'aube apparaît, une terrible tempête se lève sur la mer et vous êtes réveillé par le violent roulis du navire. Le plancher de votre cabine est inondé et les hurlements du vent laissent à peine percevoir de temps à autre, les cris de l'équipage. Vous vous habillez en hâte, vous rassemblez vos affaires et vous montez sur le pont. Le capitaine vous rejoint bientôt. Il vous prend par le bras et vous donne l'ordre de retourner dans votre cabine. Vous revenez donc sur vos pas, mais soudain un craquement effroyable retentit. Vous levez la tête, la partie supérieure du grand mât vient de se rompre dans la tourmente et tombe droit sur vous. Utilisez la table de hasard pour obtenir un chiffre. Et j'ai droit à un +1 si je maîtrise la chasse, qui est le cas. Donc il faut éviter le mât, je suppose. Eh bien ça sera un 7. Donc ça fait 8 et ça me donne le 141. Le mât s'écrase sur le pont et un débris de bois vous frappe à la tête en vous projetant par-dessus bord. Vous vous débattez dans les vagues pour refaire surface, puis vous vous agrippez à un panneau d'écoutille qui flotte à portée de main. À moitié assommé et nauséeux d'avoir bu une sacrée tasse, vous perdez 2 points d'endurance. Vous vous hissez ensuite sur ce radeau de fortune en vous y cramponnant de toutes vos forces. Si vous portez une cotte de maille, il faut vous en débarrasser immédiatement, sinon vous êtes sûr de périr noyé. Ce n'est pas le cas. Vous êtes soudain pris de vertige, et tandis que la forte houle vous ballotte en tous sens, vous sombrez peu à peu dans l'inconscience. Lorsque vous vous réveillez, au bout de plusieurs heures, la tempête s'est calmée. À en juger par la position du soleil, l'après-midi touche à sa fin. Au loin, vous apercevez un petit bateau de pêche, et au-delà, un rivage qui se dessine à l'horizon. Il ne reste plus du sceptre vert que le panneau d'écoutille sur lequel vous êtes assis. Si vous voulez essayer de signaler votre présence au bateau de pêche en agitant votre cape, allez au 278. Si vous préférez ne pas vous occuper du bateau et tenter de rejoindre la côte en pagayant à l'aide de votre seule main, c'est le 337. Donc je vais perdre 2 points d'endurance et je passe à 20, ce qui est très raisonnable. Alors je vais essayer l'autre choix. Je vais essayer de rejoindre la côte puisque ces pêcheurs vont me voler a priori. Donc l'échouage du navire, enfin le fait que le navire coule, n'est pas évitable de toute évidence dans la traversée infernale. 337. Lorsque vous n'êtes plus qu'à une cinquantaine de mètres du rivage, vous vous laissez glisser dans l'eau et vous nagez jusqu'à la terre ferme. Enfin, vous atteignez la plage. Vous vous traînez sur le sable jusqu'aux dunes qui s'élèvent un peu plus loin et à l'abri desquelles vous pouvez reprendre haleine. En plus de la fatigue, la faim vous tenaille, mais il vous faut d'abord faire l'inventaire de ce qui vous reste. Vous avez réussi à conserver vos pièces d'or, votre sac à dos et les objets spéciaux dont vous n'avez pas été contraint de vous séparer au cours de la tempête. Vous avez en revanche perdu vos armes et le contenu de votre sac à dos. Ah mince! Modifiez votre feuille d'aventure en conséquence et prenez quelques minutes de repos. J'ai gardé l'argent, c'est déjà ça. Alors, donc je perds mon poignard +1, hélas. Donc je vais carrément l'effacer parce qu'il y a peu de chances que j'arrive à le retrouver. Enfin, on essaiera. Et le sac à dos, je vais essayer quand même de retrouver mon sac à dos. Pour l'instant, je vais noter que ce n'est pas là. Et j'ai bien sûr conservé mes objets spéciaux, à savoir le bouclier caille plus de points d'habileté et le pendentif étoile de cristal qui me permet de relancer un dé une fois par aventure. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Alors, est-ce qu'il serait temps de faire une petite sauvegarde avant de rentrer en ville? Alors, vous vous relevez ensuite et vous parcourez quelques centaines de mètres. Là, vous trouvez de petits arbres aux branches contournées
contourné qui porte des fruits violets. Si vous souhaitez manger ces fruits, rendez-vous au 228. Si vous préférez ne pas les manger, vous perdez 3 points d'endurance avant de vous rendre au 171. Enfin, si vous maîtrisez la discipline caille de la chasse, rendez-vous au 139. Je vais aller au 139. Je pense que je peux patienter encore quelques instants pour ma sauvegarde. Combien de sauvegardes vous pensez que j'ai le droit de m'accorder par livre de loup solitaire? Si vous êtes là en milieu de vidéo, c'est que vous avez écouté attentivement. Donc j'hésite entre 1, 2 ou 3 sauvegardes. Peut-être que 2 sauvegardes sera un juste milieu par livre, de façon à s'accorder avec, on va dire, les nécessités d'une vidéo. Mais si vous voulez mettre un avis, je serais ravi de l'avoir, vous qui m'accompagnez jusqu'ici fidèlement. L'entraînement que vous avez suivi dans l'art de la chasse vous permet de reconnaître les fruits comestibles ou vénéneux qui poussent dans le magnamune septentrional. Ces fruits violets sont des larmunes. C'est là un mets de choix sucré et nourrissant. Vous en mangez à satiété et vous en faites provision pour l'équivalent de 2 repas. Conservez-les dans votre sac à dos. Alors, ils ne me disent pas de récupérer des points d'endurance. Par contre, ça, c'est chiant. Conservez-les dans votre sac à dos. Au-delà des larminiers, les arbres qui portent ces fruits, vous distinguez une large route qui suit la côte en menant au choix vers l'est ou vers l'ouest. Si vous voulez aller vers l'est, rendez-vous au 27. Si vous préférez prendre la direction de l'ouest, rendez-vous au 114. Alors, vu que j'ai plus rien dans mon sac à dos, je vais quand même noter les 2 repas. Je peux peut-être les échanger à un moment donné du jeu, sait-on jamais. Alors, est-ce que je vais être obligé de passer par la ville? Rappelons que j'ai dû m'échouer aux environs de Ragadorn. J'ai le choix entre aller à l'est ou à l'ouest, mais je ne sais pas si j'ai abouti à l'est ou à l'ouest. Alors, pointe des naufragés, peut-être que c'est ça qui m'a fait échouer. Bon, je vais prendre à l'ouest, parce que c'est au pif, pour tout vous dire. Alors, l'ouest, ça sera le 114. Vous avez marché pendant 3 heures. Alors, je fais une sauvegarde. Et donc, je vais prendre en vidéo ma feuille de compétences. Donc, j'ai perdu tout mon sac à dos. J'ai mis une croix à côté. J'ai 2 repas. J'ai mes 18 pièces d'or, mes objets. J'ai 20 points d'endurance. Donc, voilà, c'est assez... Je pense que c'est un bon score à ce stade-là du livre. Les terres alentours sont plates et désolées. Vous n'avez pas vu signe de vie depuis que vous êtes mis en chemin. Vous décidez alors de prendre quelques repos à l'ombre des branches d'un grand arbre qui s'élève au bord de la route. Vous posez votre tête sur votre sac à dos en guise d'oreiller, que je n'ai plus d'ailleurs. Vous vous couvrez de votre cape de seigneur Kai et vous vous laissez emporter dans un profond sommeil. Utilisez la table de hasard pour obtenir un chiffre. Si vous obtenez entre 0 et 3, rendez-vous au 206. Entre 4 et 7, rendez-vous au 63. Et au 8 pour 8 et 9. Alors, voyons ça. Ça sera un 2. Et donc, je vais au 206. 206. Alors, je vais noter le paragraphe quand même. 114 pour ma prochaine sauvegarde. Donc, on a dit quoi? J'ai un doute. 206, autant pour moi. Au cours de la nuit, vous êtes réveillé par des loups qui hurlent au loin. Vous préférez ne pas prendre le risque d'être dévoré pendant votre sommeil et vous montez donc dans l'arbre pour passer le reste de la nuit à l'abri de son feuillage. À bonne distance du sol, rendez-vous au 312. J'aimerais bien retrouver mon sac à dos quand même. Peut-être qu'on ne peut pas. Lorsque l'aube se lève, il fait froid et la pluie tombe à verse. Votre cape de seigneur Kai et l'abri du feuillage vous ont cependant protégé en vous tenant au chaud et au sec. La nuit durant, vous jetez un coup d'œil à la route qui longe la côte et vous apercevez au loin une diligence qui avance dans votre direction. Si vous souhaitez descendre de l'arbre et faire signe au conducteur de l'attelage, rendez-vous au 117. Si vous préférez essayer de sauter sur le toit de la diligence lorsqu'elle passera sous les branches de l'arbre, rendez-vous au 89. Je vais sauter sur le toit de la diligence au 89. Parce qu'il va me demander un billet et je n'ai pas les sous. Au moment où vous sautez, le conducteur vous aperçoit et arrête aussitôt la diligence. Puis il se tourne vers vous, une épée à la main. Si vous souhaitez lui payer le prix d'un billet, rendez-vous au 233. Si vous préférez l'attaquer, rendez-vous au 212.
Alors, on va voir le prix du billet. 233, je me souviens plus. 8 pièces d'or. Ah bah non, ça va. Nous allons à Ragadorn. Nous devrions arriver là-bas vers midi, dit-il, le visage presque entièrement dissimulé sous son chapeau à large bord. Le billet coûte 3 couronnes. Mais si vous voulez voyager sur le toit, vous n'aurez qu'une seule couronne à payer. Si vous souhaitez faire le voyage à l'intérieur de la diligence, donnez 3 couronnes au cocher et rendez-vous au 37. Si vous préférez faire le trajet sur le toit, ça ne sera qu'une seule couronne. Donc, ben je vais payer 3 couronnes et donc je vais passer à 15 couronnes au lieu de 18. Je vais au 37. Le 37. Vous remarquez 3 autres passagers, 2 femmes et un homme qui ronfle avec bruit. À l'intérieur de la diligence, il fait chaud et sec. Vous secouez votre cape de Seigneur Kai pour la débarrasser des gouttes de pluie qui la recouvrent et vous remarquez alors la présence de 3 autres passagers, 2 femmes et un homme qui ronfle avec bruit. L'une des femmes lève les yeux vers vous et vous adresse un sourire. Nous arriverons à Ragadon dans 6 heures, dit-elle. Puis elle dépose son panier sur le plancher pour que vous puissiez vous asseoir à côté d'elle. Elle vous apprend ensuite qu'elle habite Ragadon et vous donne quelques renseignements sur sa ville. Depuis que Kilian le suzerain est mort il y a 3 ans, raconte-t-elle, son fils Lachlan règne sur Ragadon. C'est un être malfaisant entouré de mercenaires qui sont en fait de purs et simples brigands. Il saigne à blanc toute la population en levant de lourds impôts, et si quelqu'un a le malheur de se plaindre, il a tôt fait de disparaître on ne sait où. La vie est bien dure là-bas, et si vous voulez mon avis, vous feriez mieux de quitter Ragadon le plus vite possible. Au cours de ce voyage, vous allez devoir prendre un repas. À défaut, vous perdrez 3 points d'endurance. Eh bien, j'ai la chasse, donc je ne perds pas 3 points d'endurance de toute façon. Je n'ai même pas besoin normalement de dépenser l'un des 2 repas que j'ai pris. Quelques heures plus tard, vous entendez au loin sonner une cloche. En jetant un coup d'œil par la fenêtre de la diligence, vous apercevez le mur d'enceinte de Ragadorn. L'attelage franchit bientôt la porte ouest, puis s'arrête. Vous sautez à terre et la terrible puanteur qui baigne ce port sordide vous monte aussitôt aux narines. Une enseigne rouillée clouée à un mur porte ces mots « Bienvenue à Ragadorn ». La femme vous indique alors que vous pouvez prendre une autre diligence pour Port Bax, au relais situé près de la porte est de la ville. Si vous voulez marcher en direction du nord, le long de la rue de la porte ouest, rendez-vous au 122. Si vous préférez aller vers le sud en empruntant la promenade du quai de l'Ouest, allez au 323. Enfin, si vous décidez plutôt de vous orienter vers l'est en prenant la rue de la Hache, rendez-vous au 257. Bon, et bien là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bon, je vais aller en direction du nord, le long de la rue de la porte ouest. Rendez-vous au 122. C'est un peu au hasard. Cette rue longe les murs de la ville en direction du nord. Sur votre droite, vous remarquez une boutique dont la porte est de couleur orange. À la différence des autres boutiques de la rue, celle-ci ne porte aucune enseigne. C'est alors que vous revient en mémoire ce que vous avez raconté à un seigneur Kag il y a environ 1 an, à son retour d'un voyage dans la ville de Ragadorn. Il vous avait parlé de cette porte orange dans un de ses nombreux récits récits sur la cité portuaire du pays sauvage. Utilisez la table de hasard pour obtenir un chiffre. Alors, on y va tout de suite. Ça sera un 1, donc entre 0 et 4, ça sera donc le 46. J'ai le 6e sens, pardon, j'ai pas lu jusqu'au bout. Rendez-vous au 96, donc je vais au 96. Votre 6e sens vous indique que cet endroit est maléfique. Vous vous tenez devant la porte orange lorsque quelque chose vous revient soudain en mémoire, rendez-vous au 112. Bon, pour une fois que mon 6e sens me sert, j'en suis ravi. Vous vous rappelez soudain ce qu'il vous a dit au sujet de la boutique à la porte orange. C'est le quartier général de la Fraternité du Silence, la célèbre police secrète de Lachlan. Entrer dans cette boutique serait plus dangereux encore que de pénétrer dans une pièce remplie de chevaliers de la mort Dracarim. Vous vous détournez aussitôt de la porte orange et vous vous hâtez en direction du nord. Je l'ai échappé belle.
Vous marchez le long de la voie qui tourne brusquement à l'est pour aboutir à la rue du Mendiant. Cette artère est d'ailleurs bien nommée car des dizaines d'hommes et de femmes et d'enfants, tous vêtus de haillons, s'y rassemblent par groupes, à l'abri des portes cochères, en tendant des sébiles aux passants. Et tandis que vous suivez l'avenue en direction d'un croisement, vous êtes assaillis de tous côtés par des miséreux qui vous demandent de l'or. Si vous souhaitez leur faire l'aumône, rendez-vous au 93. Si vous préférez les repousser et poursuivre votre chemin, rendez-vous au 137. Donc je suis loup solitaire, c'est-à-dire pas n'importe qui. Bien sûr que je vais faire l'aumône à ces mendiants. Déduisez de votre feuille d'aventure le nombre de pièces d'or que vous voulez donner aux mendiants. Ils vous remercient, mais d'autres mendiants apparaissent aussitôt en demandant que vous leur fassiez également l'aumône. Finalement, vous parvenez à vous frayer un chemin dans la foule et vous poursuivez votre route. Alors, je n'avais pas décidé combien de pièces d'or je leur donnais. Bon, je leur ai donné une pièce d'or, je pense, 14. C'est toujours une pièce d'or pour les mendiants dans les livres du 11 de l'euro, tout le monde sait ça. Je vais au 137. Vous arrivez à un croisement. La rue du Mendiant tourne en direction du sud et aboutit à la rue du Chevalier Noir. Quelques mètres plus loin, une autre voie, la rue de l'Ancre, mène en direction de l'est. La pluie tombe de plus en plus drue à présent. Si vous souhaitez aller vers le sud, le long de la rue du Chevalier Noir, rendez-vous au 259. Si vous souhaitez prendre la rue de l'Ancre, je vais aller vers l'est, plutôt vers le relais de la diligence, en 20. Cette rue infestée de rats descend en penterelle en direction des docks et des embarcadères du fleuve Dorne. Lorsque vous parvenez sur le quai, vous apercevez le pont de Ragadorn, le seul et unique lieu de passage qui relie les rives est et ouest de ce port sordide. Vous vous frayez un chemin parmi la foule qui se presse sur le pont et vous empruntez une avenue au sol jonché d'ordures. Elle porte le nom de Boulevard du Commerce, section Est. Rendez-vous au 186. Alors je suis perdu, peut-être que j'aurais dû faire un plan. Vous arrivez bientôt devant un grand bâtiment qui porte cette inscription sur sa façade. Écurie de Ragadorn, relais de diligence. Un cocher d'un uniforme vert est assis près d'un tableau d'affichage qui indique Port-Bax, durée du voyage 7 jours. Si vous souhaitez demander un billet pour Port-Bax, rendez-vous au 136. Si vous n'avez pas d'argent, rendez-vous au 238. J'ai de l'argent, donc je vais demander le prix d'un billet au 136. Il vous en coûtera 20 couronnes pour vous rendre à Port-Bax, lance le cocher qui s'exprime avec un fort accent de Ragadorn. Si vous possédez ces 20 couronnes et que vous souhaitez acheter un billet, rendez-vous au 10. Si vous n'avez pas assez d'argent, au 238. Je n'ai que 14 couronnes. 238. Face au relais de diligence, une rue étroite mène à une maison de jeu sur la façade de laquelle est placardé cet avis. Les armes sont interdites à l'intérieur de cet établissement. Ça tombe bien, je n'en ai plus. La perspective de pouvoir gagner un peu d'or vous décide à y entrer sans attendre. Si vous avez des armes, vous devez les déposer au vestiaire. Vous aurez le droit de les reprendre en échange. On vous remet d'une pièce d'or, on vous donne un jeton d'argent qui vous permet d'entrer dans l'établissement. Alors ça me coûte une pièce d'or. Donc je suis à 13. Le hall mène à une vaste salle où se pratiquent toutes sortes de jeux de hasard. L'un d'eux vous semble particulièrement intéressant. On l'appelle la roue du carrosse. Au bout d'une longue table, une jeune femme fort séduisante fait tourner une sorte de disque noir qui a été divisé en 10 tranches égales, numérotées de 0 à 9. Lorsque le disque tourne, elle y laisse tomber une petite boule d'argent qui finit par s'immobiliser sur l'une des tranches numérotées. Plusieurs marchands sont assis autour de la table où se déroule ce jeu et misent de grosses sommes en essayant de deviner sur quel numéro la boule va tomber. Pour jouer à la roue du carrosse, il vous faut d'abord choisir le numéro sur lequel vous voulez miser. Ensuite, vous devrez décider combien de couronnes d'or vous allez mettre en jeu. Notez bien ces deux chiffres, puis utilisez la table de hasard pour savoir si vous avez gagné. Si la table vous donne le chiffre pour lequel vous avez parié, vous empochez 8 pièces d'or pour chaque couronne mise en jeu. Si le chiffre que vous obtenez se situe immédiatement avant ou immédiatement après celui choisi par vous, le 0 étant placé après le 9, votre couronne vous rapporte 5 pièces d'or. Vos gains devront se limiter à 40 pièces d'or maximum. Vous pouvez jouer aussi longtemps que vous voulez. Donc logiquement, au bout d'un moment, je devrais arriver à mes 40 pièces d'or, si j'en crois ces probabilités. Donc je vais choisir le 9. Donc sur un 9, j'ai 8 pièces d'or. Sur un 0 ou sur un 8, eh bien, je vais avoir 5 pièces d'or.
Alors, premier jet. Alors, on va dire, mes essais, plutôt que de changer à chaque fois, je vais peut-être prendre un dé. Hop. Alors, 3, deuxième jet. 7, troisième jet. 2, quatrième jet. 8. Donc là, j'ai droit à 5 pièces d'or, ce qui me fait un bonus de 1 pièce d'or. Je passe à 14. Allez, je recommence. Premier jet. 7. Deuxième jet. 5. Troisième jet. 6. Quatrième jet. 9. Donc là, je touche 8 pièces d'or, moins les 4 que j'ai consommés. J'arrive à 18. Allez, on recommence. On va le faire un petit peu, mais on n'ira pas jusqu'à 40. Alors, il est vrai que, logiquement, si vraiment je suis réglo, je devrais essayer peut-être d'aller jusqu'à 40, parce que, en statistique, peut-être que je ne ferai jamais le 8, le 9 ou le 0 sur 18 jets. C'est possible. Allez, premier jet. 6. Deuxième jet. 1. Troisième jet. 0. Je touche 5 pièces d'or, moins 3 consommées. Ça fait 20. Allez, je recommence une dernière fois, parce que ça va être un peu redondant et les statistiques m'apprennent que logiquement, je devrais arriver à mes 40 pièces d'or. 6, deuxième jet. 0, je gagne 5 pièces d'or moins 2. Vous voyez, ça fait 23. Allez, je m'arrête là et je vais me mettre directement à 40. Alors, c'est une petite réduction, je suis d'accord, mais franchement, pas une grosse, parce que je vais de temps en temps au casino, mais de façon tout à fait raisonnable. Je vous apprends ça, ce n'est pas un secret. J'y vais une fois par an. Une fois par an, et bon, les statistiques, je suis habitué à les manipuler et je les ai étudiées un petit peu. Donc je pense qu'on peut s'accorder ça. Si vous voulez me faire un procès pour ce petit raccourci, n'hésitez pas, hein, envoyez-moi un courrier. Alors, je décide de repartir avec tous mes gains, 40 pièces d'or, et je vais au 186. Alors, est-ce qu'on peut retrouver son sac dans la ville? Je ne sais pas, en fait. Alors, vous arrivez bientôt devant un grand bâtiment. Ah ben, c'est le même paragraphe, donc je vais me rendre au 136 cette fois-ci pour payer 136. 20 couronnes, je les paye, je vais au 10, donc je suis à 20 couronnes. Vous empochez le billet, inscrivez-le sur votre feuille d'aventure dans la case objets spéciaux. Et l'homme vous conduit à la diligence qui attend à proximité de la porte est du port. La diligence est vide et vous vous asseyez près d'une des fenêtres de forme circulaire. Vous constatez avec soulagement que le siège est très confortable. C'est un avantage que vous apprécierez, car il vous faudra voyager 7 jours durant pour atteindre Port-Bax. Vous rangez votre équipement sous la banquette, vous vous adossez confortablement et vous vous laissez gagner par le sommeil. Lorsque vous vous éveillez, 5 autres passagers ont pris place dans la diligence qui fait route en direction de Durinor. Utilisez la table de hasard pour obtenir un chiffre. Ce que je fais immédiatement. 6, je vais aller au 195. Au bout d'une heure de voyage, le cocher annonce: pour un péage, 1 couronne par personne. Vous jetez un coup d'œil par la portière, la pluie tombe à verse, mais vous parvenez malgré tout à distinguer au loin un pont de bois et une cabane en rondin. Un peu plus tard, le cocher arrête la diligence devant la cabane et une créature repoussante apparaît à la porte. C'est un squale à la peau couverte de verrues. Les squales appartiennent à la famille des glauques, mais ce sont des êtres peureux et inoffensifs. Ils habitaient le pays sauvage au temps de la lune noire, lorsque des milliers d'entre eux émigrèrent, abandonnant les monts d'Urnkrag pour échapper à la tyrannie de Vashna, le plus puissant des maîtres des ténèbres. Le squale demande à chaque passager de la diligence de payer 1 couronne, le droit de franchir le pont. Vos compagnons de voyage déposent chacun une couronne sur une petite assiette qu'ils vous tendent ensuite. Si vous avez de quoi payer votre passage, donnez 1 couronne à votre tour et poursuivez votre route au 249. Je passe à 19 pièces d'or.
Rendez-vous au 249. Au cours de l'après-midi, vous bavardez avec vos compagnons de voyage, tandis que la diligence file bon train. Au bout de quelques heures, vous avez appris beaucoup de choses à leur sujet. Les deux hommes assis en face de vous sont frères. Ils se nomment Ganon et Dorier. Ce sont des chevaliers de l'ordre de la Montagne Blanche, des guerriers du royaume de Durénor, qui ont fait serment de protéger leur patrie contre les brigands du pays sauvage. Ils possèdent un château et des terres près de Port-Bax. À côté d'eux est assis un certain Alvorc, marchand de son état. Il a le nez enflé et le visage couvert de bleu. Ce sont les gardes de Lachlan, le suzerain de Ragadan, qui l'ont mis dans cet état, à la suite d'un léger malentendu avec les autorités de la ville à propos de taxes portuaires. Toute sa marchandise et la plus grande partie de son or lui ont été confisquées. Près de la portière opposée est assis un moine du nom de Parsion, un compatriote du Summerland qui a traversé le pays sauvage en diligence pour se rendre à Port-Bax. La jeune femme assise à côté de vous a pour nom Viveka. C'est une aventurière mercenaire qui gagne son or, les armes à la main, en vendant ses services aux plus offrants. Elle retourne à Port-Bax avec en poche le prix de ses derniers exploits, accomplis victorieusement dans la ville de Ragadan. Quant à vous, vous n'avez nullement l'intention de révéler votre véritable identité. Et vous vous faites passer pour un simple paysan de la plaine de Holmgard. Les passagers de la diligence semblent tout ignorer de la guerre qui ravage le royaume de Summerland. Rendez-vous au 39. Alors, on a une petite photo. Donc, on a Ganon et Dorier qui sont en haut et qui, effectivement, je trouve, se ressemblent par les cheveux. On a le marchand qui, effectivement, a une mine patibulaire. Donc, c'est Alvorc le marchand. On a Parsion. Et enfin, on a Viveka tout en bas. Alors, celui qui paraît le plus suspect, c'est celui avec la capuche, forcément. Mais il fait quoi déjà, Parsion? Un compatriote du Summerland qui a traversé le pays sauvage en diligence pour se rendre à Port-Bax. Ouais. Ben écoutez, il y a un traître, nous le savons, par rapport au dernier essai. Puisque c'est lui qui m'a tué sur ma lecture précédente. À la tombée du jour, la diligence s'arrête devant une auberge sur la route qui longe la côte en direction de Port-Bax. Le prix d'une chambre pour la nuit s'élève à 1 couronne d'or pour les passagers de la diligence et à 3 couronnes pour les autres clients. Au moment où vous vous apprêtez à entrer, le conducteur de la diligence vous demande votre billet. Si vous avez un billet pour Port-Bax, rendez-vous au 346. Mais j'ai bien un billet pour Port-Bax. Le cocher hoche la tête et vous rend le billet. L'auberge est bien chauffée mais pauvrement meublée. Vous allez devoir prendre ici un repas qui vous coûtera 1 couronne, à moins que vous n'ayez de quoi manger dans votre sac à dos. Si vous ne possédez ni or ni nourriture, vous perdez 3 points d'endurance. Alors, je pense que la chasse peut m'économiser un repas. Je pense que c'est à chaque fois qu'il y a la chasse. Mais enfin, je vais quand même me barrer un repas par sûreté, puisque j'en ai 2. De toute façon, ça occupe de la place dans mon sac à dos, ça ne sert à rien. Mais je pense que c'était même pas nécessaire. Ah, c'est marqué, pardon, j'ai pas lu assez. Si vous maîtrisez la discipline caille de la chasse, vous ne pourrez pas vous en servir tant que vous traverserez le pays sauvage, car c'est un territoire aride où vivent essentiellement des squales, ces créatures chétives et couardes apparentées aux glauques et tout à fait impropres à la consommation. Si vous avez les moyens de vous offrir une chambre au prix d'une couronne, allez-vous au 280. Si vous n'avez pas d'argent, 205. Alors, heureusement que j'avais les 2 repas, du coup, puisque je ne peux pas me servir de la chasse. Donc, je barre encore une pièce et j'arrive à 18 pièces. Je vais au 280. Surtout, ne pas dormir dans l'écurie. Vous dormez profondément jusqu'à l'aube sans être dérangé. À votre réveil, vous ramassez vos affaires et vous allez rejoindre les autres à bord de la diligence. Pendant 2 jours, la diligence file sur la route qui traverse les étendues plates et désolées du pays sauvage, en ne faisant halte de temps à autre que pour permettre au cocher de prendre quelques repos. Vous êtes arrivé au matin du 9e jour de votre quête lorsqu'un malheureux accident se produit. Utilisez la table de hasard pour obtenir un chiffre. Si vous tirez un chiffre entre 0 et 4,
Rendez-vous au 2, 5, 9, 108. Ça sera un 4, donc je vais aller au 2. Bon, ce livre est passionnant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne suis plus dans mon salon, je suis en Summerlin. Et pour ça, rien de tel qu'un livre. Vous suivez une route étroite et sinueuse le long de la côte. De hautes falaises en surplomb se dressent sur un côté du chemin. À quelque distance, un éboulement interdit le passage et il vous faut vous arrêter pour dégager la voie. Mais alors que vous aidez le conducteur à soulever un énorme rocher en vous servant d'un levier, vous en entendez tomber un autre et un instant plus tard, une gigantesque masse de pierre se fracasse sur la chaussée, écrasant le conducteur sous son poids. L'homme est tué sur le coup, avant que vous n'ayez pu faire le moindre geste pour essayer de le sauver. Le rocher est tombé du haut de la falaise et vous avez bien failli le recevoir sur la tête, car le malheureux qui vient de périr ne se trouvait qu'à 2 mètres de vous. Si vous maîtrisez la discipline caille du 6e sens, rendez-vous au 42. Mais absolument, vous devinez que quelqu'un se cache au sommet de la falaise, juste au-dessus de vous. Vous sentez également que vous étiez la victime désignée de cet attentat. On veut vous tuer, vous en avez la certitude. Rendez-vous au 168. Vous voyez, je suis un peu stressé. Un par un, les autres voyageurs s'approchent et contemplent avec horreur le corps du cocher de la diligence. « Il faut l'enterrer, » dit le moine. Vous hochez la tête en signe d'approbation et vous creusez une tombe pour y déposer le corps. Lorsque le malheureux est enterré, tous les voyageurs et vous-même revenez près de la diligence pour décider de ce qu'il convient de faire. Alors, a priori, le moine, on peut espérer que le moine ne fasse pas partie des suspects, puisque, par rapport à ce qu'on a lu, quelqu'un était caché derrière le rocher. Donc, bon, le moine serait écarté. Je connais la route de Port-Bax. Je peux le remplacer, propose Alvorc. J'espère qu'on ne vous accusera pas de l'avoir tué, dit le moine avec inquiétude. Ce sont les dieux qui ont décidé de sa mort, assure Dorier. J'en porterai témoignage, déclare Gannon. Les chevaliers de la Montagne Blanche ne mentent jamais. Il est vrai qu'au royaume de Durénor, un authentique chevalier dit toujours la vérité, qu'elle lui soit ou non favorable. Ces paroles semblent avoir rassuré le moine et bientôt la diligence fait route à nouveau en direction de l'est. L'après-midi touche à sa fin lorsque vous arrivez au relais d'un petit village côtier connu sous le nom de Crick-en-Gorne et dont la population se compose essentiellement de repris de justice, de voleurs et de squals. Les villageois se montrent soupçonneux lorsqu'on leur annonce la mort du cocher, mais Dorier parvient à les convaincre qu'il s'agit bel et bien d'un accident. Il n'y a qu'une seule auberge dans tout le village. C'est une taverne qui porte un nom peu engageant, l'Espoir déçu, effectivement. Son état de délabrement est typique de la pauvreté qui règne dans ce village du bord de mer où abondent les masures en ruine. Une chambre pour la nuit coûte 1 pièce d'or. Si vous avez les moyens de vous offrir une chambre, rendez-vous au 314. Alors, Crick-en-Gorne, jetons un œil sur la carte vite fait quand même. Crick-en-Gorne, effectivement, c'est ici. Eh bien, on n'est plus très loin de Port-Bax. Allez, 1 pièce d'or, je passe à 17. Rendez-vous au 314. L'aubergiste. L'aubergiste est un vieil homme maigre, sec et borgne. Il vous tend une clé et vous désigne du doigt un escalier qui mène à une galerie. Chambre 2, c'est la chambre rouge, dit-il. Les autres voyageurs pèsent chacun leur couronne, prennent la clé de leur chambre, puis traversent la salle bondée de la taverne en direction de l'escalier. Il nous faut établir un programme pour demain, dit alors Dorier. Je suggère que nous nous retrouvions au bar dans 1 heure pour décider ce qu'il convient de faire. Tous les autres approuvent d'un signe de tête. Lorsque vous refermez la porte de votre chambre, les paroles du capitaine Kellman vous reviennent soudain en mémoire. Tout cela sent la trahison, avait-il dit d'un air sombre. Il est clair que l'ennemi a déjà dressé des plans pour faire échouer votre mission. Il s'est écoulé presque 1 heure lorsque des coups frappés à la porte viennent interrompre le fil de votre pensée. C'est l'aubergiste qui vous apporte un repas chaud. Avec les compliments d'un de vos amis, dit-il en déposant un plateau devant vous. Puis il quitte la chambre avant que vous ayez pu lui demander le nom de ce mystérieux ami.
Le plat qu'il vous a apporté est fort appétissant et d'ailleurs, vous n'avez pas mangé de la journée. Il est donc temps de prendre un repas, sinon vous perdrez 3 points d'endurance. Si vous souhaitez manger ce que le berger vous a apporté, rendez-vous au 36. Si vous ne voulez pas toucher à cette nourriture, rendez-vous au 178. Si vous maîtrisez la chasse, rendez-vous au 290. Je maîtrise la chasse. Ce repas sent délicieusement bon et vous vous apprêtez à le dévorer lorsque vous remarquez soudain, sur le bord de l'assiette, 3 gouttes d'un liquide clair qui vous semble tout d'abord être de l'eau. Mais lorsque vous touchez l'une de ces gouttes du bout des doigts, vous vous apercevez que le liquide est collant et vous reconnaissez aussitôt la consistance de la sève de Gandurne, un poison mortel, inodore et incolore qui a la faveur des assassins de tout poil. Une fureur soudaine vous saisit alors et vous vous ruez hors de la chambre avec la ferme intention de découvrir qui est celui ou celle qui a ainsi tenté de vous supprimer. Rendez-vous au 200. Bien. Alors, je vais vous parler, voici nos suspects. Je vous parle mémoire. Mémoire d'il y a 40 ans, quand même. Donc, il me semble que les suspects, c'est l'un des deux frères, mais il me semble. Alors, attendez, 200, c'est juste avant. Lorsque vous arrivez au bar, tous les autres sont déjà assis à une grande table et vous attendent. Vous vous approchez d'eux et soudain la vérité vous apparaît clairement. Vous savez à présent qui a tenté de vous assassiner et vous décidez d'attaquer cet ennemi par surprise sans le laisser soupçonner que vous avez vu clair dans son jeu. Pendant quelques instants, vous examinez attentivement le visage de vos compagnons de voyage et vous avez alors la certitude d'avoir deviné juste. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'attaque. Mais qui est donc, selon vous, cet assassin présumé sur lequel vous allez vous précipiter à la seconde même? Alors s'il y a une double page avec les visages, c'est que certainement la solution peut se lire sur un visage. Mais je dois avouer que j'ai envie de tous les soupçonner. Ah, bah évidemment, regardez là. Il y a un serpent. Alors ça, j'avais pas vu ça il y a 40 ans, c'est sûr. Donc c'est bien lui le coupable. Donc c'est le moine. C'est le moine. Donc, on dit le moine nommé Parsion. Alors, c'était le seul que j'avais écarté. J'ai dû mal lire le passage de la diligence parce que, bon, sans doute que le moine s'approchait quelques minutes après l'éboulement de la pierre. Enfin, quelque chose comme ça. 158, j'espère que je ne me trompe pas les enfants. 158. Le moine ne semble pas surpris par votre attaque et il tire lui-même une épée noire sous sa robe de bure. Habileté 16, endurance 23. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 220. Et personne ne va m'aider, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Alors, donc j'ai... Qu'est-ce que j'ai? Je n'ai pas d'arme. Je n'ai pas d'arme. Alors, si je n'ai pas d'arme, je vais vérifier dans les règles, mais je crois que j'ai un malus de 2 points d'habileté. Mais je vais vérifier immédiatement. Alors, les armes. En revanche, engager un combat en étant désarmé vous coûte 4 points d'habileté et vous contraint à vous battre à main nue. Mais j'ai pas d'arme. Ouais, mais j'ai pas d'épée, donc normalement je pouvais pas tirer d'épée. Tiens, bah écoutez, tant pis. Alors, j'ai 16 d'habileté plus 2 pour la maîtrise du poignard, mais j'ai pas de poignard, donc je vais pas les compter. Plus 2 pour le bouclier d'état, ça fait 18, plus 2 pour la puissance psy, ça fait 20, et 20 moins 4, ça fait 16. Donc j'ai seulement plus 1. Plus 1, et il a 22 en endurance. Il me semble qu'au paragraphe suivant, on me dit, vous tirez votre épée de votre fourreau, mais j'ai pas d'épée. Petite erreur du texte, peut-être. Allez, premier assaut. Ah, bah ça commence très très fort, donc je n'ai que plus 1, mais j'ai fait un 9. L'ennemi perd 12 points de vie et moins 0, il passe à 10. Je pense que ça va aller. 2, j'ai peut-être parlé trop vite. Donc là, 2, l'ennemi moins 5 et moi moins 4, je passe à 16 et lui passe à 5. Allez,
Dernier assaut. 6, ça devrait être bon. 6 à plus 1. Ennemi moins 9 et loup solitaire moins 2. Je passe à 14. Je passe à 14. J'allais dire je prends une potion, mais je ne les ai plus. Je ne les ai plus malheureusement. Eh bien je suis victorieux, je me rends au 220. En fouillant son cadavre, vous découvrez des preuves accablantes. Aucun doute, c'est bien lui qui a tenté de vous tuer. Dans l'une de ses poches, vous trouvez une fiole à moitié vide de sève de gandurne, le poison mortel qu'il avait versé dans vos aliments. Vous tombez ensuite sur un parchemin écrit en langue glock et dans lequel sont indiqués tous les détails de votre voyage à Port-Bax. C'est à Ragadan qu'il a dû vous repérer et c'est là également qu'il a élaboré ses plans pour vous tuer. Vous remarquez aussi que son arme est une lame d'Elgedad en acier noir forgée dans le feu de la cité infernale située au-delà des monts de Hunkrag. C'est le seul endroit sur toutes les terres de Maniamun où l'on peut fabriquer de l'acier noir. Mais la preuve irréfutable de son identité, vous la découvrez sur son poignet. Droit, c'est un tatouage qui représente un serpent. Les brigands qui avaient essayé de vous tuer avant même que vous quittiez Holmgard portaient exactement la même marque, je m'en suis souvenu. La bourse du moine contient 23 pièces d'or que vous pouvez conserver sans oublier de les inscrire sur votre feuille d'aventure. Rendez-vous ensuite au 33. Bien, donc on a dit combien? 23, eh bien c'est parfait, j'arrive tout de suite à 40, je remonte à 40, rendez-vous au 33. Les autres voyageurs contemplent d'un air horrifié et incrédule le résultat du combat que vous venez de livrer. Et avant que vous ayez pu fournir la moindre explication, la porte de l'auberge s'ouvre brusquement dans un grand fracas. 6 soldats revêtus d'armure se précipitent à l'intérieur, conduits par l'aubergiste en personne. Les soldats sont des gardes de la ville et le tenancier borgne les exhorte à vous arrêter en poussant de grands cris. Si vous souhaitez affronter les soldats, 296. Si vous préférez vous enfuir par la porte de derrière, 88. Je vais m'enfuir par la porte de derrière en 88. Bien que la nuit soit tombée, la pleine lune projette une brillante clarté sur tout le village. Derrière la taverne, vous apercevez la petite boutique d'un charron. 2 chevaux sont attelés à une charrette à foin stationnée juste devant la porte. Si vous souhaitez prendre l'un des chevaux pour vous enfuir au galop, rendez-vous au 150. Si vous préférez vous cacher dans la boutique du charron, rendez-vous au 71. Enfin, si vous maîtrisez la discipline Kyle du camouflage, ce n'est pas le cas, rendez-vous au 179. Alors, est-ce que je me cache? Est-ce que je prends un cheval? Je vais prendre un cheval et m'enfuir au galop en 150. Pourvu que je ne le regrette pas. Vous lancez le cheval dans les rues sinueuses, vous lancez votre cheval, dans les rues sinueuses du village. Puis vous traversez un pont de bois. Vous montez ensuite un sentier escarpé qui conduit au sommet d'une crique. À la clarté de la lune, vous apercevez un poteau indicateur orienté vers l'est. Vous chevauchez toute la nuit sans prendre le temps de dormir et lorsque l'aube se lève enfin, le paysage s'est métamorphosé d'une manière surprenante. Les terres arides du pays sauvage ont fait place à des landes et à des marécages. Et aussi loin que porte le regard, une ombre noire s'étend à l'horizon en direction de l'est. C'est la forêt de Durénor, la frontière naturelle du royaume des montagnes qui borde à cet endroit les espèces désolées du pays sauvage. Voilà sans nul doute une vision réconfortante qui vous met quelques baumes au cœur. Vous n'êtes plus qu'à une journée de cheval de Port-Bax, mais vous êtes épuisé après cette nuit blanche. Il vous faut prendre un repas où vous perdez 3 points d'endurance. Si vous maîtrisez la discipline Kyle de la chasse, vous pourrez en faire usage et capturer du gibier qui vous fournira les viandes nécessaires pour reprendre des forces. Alors là, je note que c'est spécifié que je peux utiliser la discipline de la chasse. Alors dans ce cas-là, j'ai dû faire peut-être des petites boulettes depuis le début du jeu, parce que j'avais le sentiment que je pouvais m'en servir dès que la mention repas était spécifiée. Bon, écoutez, j'en prends note, hein, un homme averti en vaut 2, et donc je maîtrise la chasse, donc je ne perds pas de points d'endurance. Vous avez chevauché pendant 1 heure lorsque vous arrivez à une bifurcation, mais vous ne voyez aucun poteau indicateur. Si vous souhaitez prendre le chemin à gauche, rendez-vous
au 261, à droite 334. Alors ça, c'est des petits raccourcis que je n'apprécie pas trop quand même dans les livres dont vous êtes les héros, parce que c'est vraiment du hasard et il n'y a de toute évidence aucun indice possible. Allez, je vais au 261, le plus proche, 261. Sur un bon nombre de kilomètres, la route longe une hauteur verdoyante où abonde l'herbe grasse, avant de tourner enfin vers le nord, en direction de la côte. Vous arrivez dans un village dont les maisons sont bâties en cercle autour d'un étang, et lorsque vous le traversez, un groupe d'enfants squales se précipite vers vous en hurlant et en vous lançant des pierres. Vous descendez ensuite dans la profonde vallée qui s'étend au-delà, et peu à peu, la lande laisse place à des terres plus riches qui ont été défrichées et cultivées. La colline qui se dresse de l'autre côté est couverte de forêts. Vous n'êtes plus loin de la côte à présent et vous apercevez déjà ces hautes falaises et la couleur des rocs qui surplombent la mer. Un peu plus tard, vous êtes en train de franchir un taillis lorsque des appels à l'aide retentissent à votre droite. Si vous souhaitez vous porter au secours de la personne qui crie ainsi, rendez-vous au 95. Si vous préférez ne pas prêter attention à ces hurlements désespérés, mais non, je suis loup solitaire. Allons donc, 95. Vous lancez votre cheval à grands coups d'éperon parmi les arbres enchevêtrés et vous arrivez bientôt dans une petite clairière. Là, 6 squales surexcités vous sont en train de sautiller autour du corps convulsé d'un homme étendu sur le sol. Une lance à la hampe sculptée de motifs étranges est enfoncée dans sa poitrine et le cadavre d'un chevalier de la montagne blanche repose à côté de lui. Les squales échangent des cris perçants et semblent tout à fait indifférents au sort de l'homme blessé qui visiblement agonise sous leurs yeux. Si vous souhaitez attaquer les squales, rendez-vous au 28. Si vous maîtrisez la discipline de la guérison ou si vous disposez d'une potion de guérison ou d'air de l'onction, vous pouvez essayer de sauver la vie de l'homme blessé en vous rendant au 239. Je n'ai rien de tout ça, donc je vais attaquer au 28. C'est dangereux, je sais, mais bon. Les Skrulls se mettent à hurler de terreur et s'enfuient en tous sens pour éviter vos coups. En quelques instants, ils ont déserté la clairière et vous vous approchez du moribond pour lui porter secours. Il lui reste tout juste un souffle de vie et il est bien entendu beaucoup trop faible pour parler. Si vous souhaitez retirer avec précaution la lance de sa poitrine, rendez-vous au 106. Si vous voulez fouiller dans votre sac dans l'espoir d'y trouver quelque chose qui pourrait se révéler utile, rendez-vous au 320. Je vais essayer le 320, mais c'est juste, je sais pas, je peux lui donner un peu d'eau, j'ai rien du tout. Je peux lui donner un repas. C'est tout ce que je peux lui donner, c'est tout ce que j'ai. En fouillant son sac, pas mon sac. En ouvrant son sac, vous y découvrez avec horreur un parchemin en peau humaine sur lequel un message a été tracé dans une étrange écriture runique. Le seul mot que vous parvenez à reconnaître est caille. Vous trouvez également dans le sac un poignard à lame noire dont la seule vue vous fait frissonner, ainsi qu'un bloc d'obsidienne. Si vous possédez un pendentif à l'étoile de cristal, vous soupçonnez que ce bloc endommagé soit un objet ensorcelé ayant pu perturber temporairement le pouvoir du pendentif. Ces objets portent la marque des maîtres de ténèbres et il n'est pas étonnant, que vous vous sentiez soudain fort inquiet. Vous jetez le sac à terre comme s'il s'agissait d'un charbon ardent et vous vous hâtez de rejoindre votre cheval. Hélas, le malheur veut qu'il ait disparu. Sans doute les Skrulls l'ont-ils volé. Vous poussez alors un soupir de découragement et vous vous résignez à poursuivre votre route à pied. Rendez-vous au 138. C'est dur, c'est très dur, c'est un chemin de croix, cette traversée infernale. Au bout d'une heure de marche, vous atteignez le sommet d'une colline. Devant vous s'étend la forêt de Durénor. La route s'oriente vers l'est et s'enfonce vers les arbres à proximité d'une grande tour de bois. Vous apercevez un soldat en faction en haut de la tour. Si vous voulez poursuivre votre chemin en direction de la tour, rendez-vous au 232. Si vous préférez éviter le garde, faites un large détour et pénétrez dans la forêt plus loin au sud. Écoute, je vais aborder le soldat, il peut me renseigner après tout. On ne va pas avoir peur de tout le monde. Vous êtes parvenu à moins d'une vingtaine de mètres de la tour lorsque le garde en descend et vous demande ce que vous faites par ici. Vous remarquez que le soldat porte la vareuse rouge
de l'uniforme des armées durénoraises, ce qui signifie que vous avez atteint la frontière du royaume. Il vous faut à présent trouver le moyen de passer. Si vous souhaitez prétendre que vous êtes un marchand en route pour Forbax, rendez-vous au 250. Si vous voulez essayer de le corrompre en lui donnant de l'or, 68. Si vous pensez qu'il est préférable de lui montrer le sceau d'Amardal en admettant qu'il soit toujours en votre possession, rendez-vous au 223. Enfin, si vous maîtrisez la discipline Kai du sixième sens, rendez-vous au 149. Alors, je n'ai plus le sceau, malheureusement, et je ne suis pas arrivé à le récupérer. 149. Votre sixième sens vous indique que ce garde est un soldat loyal du royaume de Durénor. Si vous vous mêliez de vouloir le corrompre, il se sentirait gravement insulté et vous attaquerait aussitôt. Si vous souhaitez lui montrer le sceau d'Amerdal, rendez-vous au 223. Si vous préférez cependant ne pas lui montrer l'anneau, peut-être même qu'il n'est plus en votre possession, dans ce cas, vous pouvez essayer de vous faire passer pour un marchand au 250. Le soldat vous regarde d'un air incrédule. Où sont vos marchandises s'étonne-t-il. Où est votre cheval et votre chariot? Les marchands ne viennent jamais à Port-Bax à pied. Vous, un marchand, laissez-moi rire. J'ai plutôt l'impression que vous êtes un brigand qui essaie de fuir les lieux de quelques inavouables forfaits. Retournez donc d'où vous venez, misérable canaille. Nous n'avons pas besoin ici du genre de commerce que vous pratiquez. Si vous voulez passer vivant cette frontière, il vous faudra trouver autre chose. Qu'allez-vous faire? Repartir, faire un grand détour et pénétrer dans la forêt plus au sud? Rendez-vous au 244, ou essayer de le convaincre? Eh bien, je vais faire un grand détour puisque je n'ai pas le choix. Vous marchez dans la forêt touffue pendant près de 3 heures avant de découvrir un sentier orienté au nord et parallèle au chenal de Rainer, dont les flots bouillonnants seraient d'une très grande profondeur. Au loin, vous apercevez un pont qui enjambe les eaux sombres, là où le chenal se rétrécit. Une petite cabane au toit plat se dresse à l'entrée du pont. 2 soldats se tiennent debout au sommet de l'édifice. Un panneau orienté vers l'autre extrémité du pont indique Port Bax. Si vous souhaitez traverser ce pont, rendez-vous au 47. Si vous préférez l'éviter et poursuivre le long du sentier, rendez-vous au 207. Enfin, si vous maîtrisez la discipline Kai de l'orientation, ce n'est pas le cas, ça sera le 147. Je vais poursuivre le long du sentier au 207. Moins de 100 mètres plus loin, le sentier s'arrête au bord d'un précipice. Les eaux du chenal de Rainer coulent au-dessous et il est impossible d'avancer davantage. Il ne nous reste plus donc qu'à rebrousser chemin et prendre le pont qui traverse le chenal. Mince, c'est fâcheux. Alors prenons un instant la carte. Donc vous voyez ici, je pense qu'on parle de ce pont qui est ici, moi c'est même certain, et qui mène à Rainer ici. Donc 47. Les soldats se hâtent de descendre du toit et empoignent leurs lances, puis ils s'avancent vers vous. Le mot de passe, étranger, écrit l'un d'eux. Si vous connaissez le mot de passe qui permet de franchir le pont, rendez-vous au 111, sinon rendez-vous au 307. Je ne connais pas le mot de passe, donc je vais me rendre au 307. Les soldats se montrent menaçants et prêts à attaquer. Il vous faut prendre une décision rapide. Si vous voulez essayer de les corrompre en leur offrant de l'or, rendez-vous au 57. Le sceau d'Amerdal, je ne l'ai plus. Si vous estimez qu'il vaut mieux dégainer votre arme, donc, que je n'ai pas, donc bon, je vais essayer de les corrompre. 57, je pense que ça va être la fin du voyage, les amis. Du dos de sa main gantée, l'un des gardes fait sauter de votre paume l'or que vous offrez et les pièces tombent dans les eaux sombres du chenal de Rainer. Utilisez la table de hasard pour savoir combien de pièces vous avez perdu en remplaçant le 0 par un 10. Nous n'allons pas vendre la sécurité de notre royaume à vil prix, dit le garde. Seul un brigand, un imbécile songerait à corrompre un soldat du Durénor, et j'ai bien l'impression que vous êtes les deux à la fois. Vous avez eu tort de porter atteinte à leur honneur, et ils sont en train de vous donner une rude leçon. Alors, je perds 4 pièces d'or, c'est pas grave, je suis à 36.
Bon, pour l'instant, je ne sais pas comment récupérer le saut. Rendez-vous au 280. Peut-être qu'ils vont me laisser rentrer quand même, on ne sait jamais. De l'empointe de leur lance, les soldats essaient de vous repousser, et tandis que vous levez votre arme sur l'un d'eux, l'autre vous contourne pour vous attaquer par derrière. Il vous est impossible de prendre la fuite et vous allez devoir les combattre à tour de rôle jusqu'à la mort. Bien, alors le premier habileté 16, endurance 24, le deuxième habileté 16, endurance 22. Donc, le coefficient d'attaque, ça sera, je ne suis toujours pas armé, donc je suis à 16, et donc le coefficient d'attaque, c'est 0. Donc l'un, c'est 24, et l'autre, c'est 16. Donc à tour de rôle, ça va. Allez, premier assaut. 8. 8 à 0. Ennemi, moins 10. Loup solitaire, moins 0. Donc, 22, 24 et 22, les points d'endurance des ennemis. Donc ça fait 14 pour le premier. Si on continue comme ça, merde, c'est cassé. Ça ira. 7. 7 avec un 0. Loup solitaire, moins 1. Ennemi, moins 9. Donc je passe à 13. Et lui à 5. Allez, un dernier jet. 4. C'est beaucoup moins bon. 4. Ennemi, moins 6. Le solitaire, moins 3. Je passe à 10. Et j'ai tué mon premier ennemi. Au deuxième. 3. Ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout. 3, ça nous donne ennemi, moins 5. Le solitaire, moins 4. Je suis à 5. Et lui est à 18. Allez, des bons jets. Un 10, ça c'est tout bon. L'ennemi, moins 14 et moins 0. Donc il lui reste que 4 points de vie. Je pense que je vais m'en tirer de peu. 4. 4. Ennemi, moins 6. Le solitaire, moins 3. Je suis à 2 points de vie. Aïe. Je suis vainqueur. Je vais au 187. 187. En fouillant rapidement leur cadavre, vous découvrez les objets suivants. 2 lances, 2 épées, 6 pièces d'or. Si vous décidez d'emporter l'un ou l'autre de ces objets, notez-les sur votre feuille d'aventure. Et comment? Donc je récupère une lance. Et je récupère 6 pièces d'or. Je repasse donc à 42. Je vais prendre une épée aussi, ça ne coûte rien puisque j'ai droit à 2 armes. Vous précipitez ensuite les corps des soldats dans les eaux du chenal et vous vous hâtez de franchir le pont, de peur que quelqu'un n'ait été témoin de la scène. Une fois parvenu de l'autre côté, vous marchez pendant 1 heure sur un chemin forestier et vous arrivez à un croisement avec un poteau indicateur Port-Bax 5 km. Vous calez confortablement votre sac à dos sur vos épaules et vous prenez la direction de l'est. Rendez-vous au 265. Le soleil se couche sur le 10e jour de votre quête lorsque vous apercevez pour la première fois la magnifique cité de Port-Bax. Les tours de la ville luisent dans la pâle clarté d'un croissant de lune comme autant de diamants nichés au creux du rivage. Au nord se trouve le port lui-même où sont rassemblés les vaisseaux de la puissante flotte de guerre du royaume de Durénor. À l'est, au-delà des murs de la cité couverte de mousse, s'étend la forêt. Enfin, au sommet d'une colline se dresse un château de fière apparence, une haute citadelle qui donne à la ville le plus glorieux fleuron de sa couronne. Vous pénétrez dans Port-Bax en franchissant l'une des portes aménagées dans les murs de la cité. Il n'y a aucun garde en faction et vous passez sans difficulté. Dans la nuit tombante, les rues qui mènent au port s'obscurcissent peu à peu. Vous empruntez une avenue bordée d'arbres et vous remarquez bientôt un bâtiment au toit en forme de dôme. Un large escalier de pierre donne accès à la porte de l'édifice. Vous vous approchez et vous lisez cette inscription gravée sur une plaque de cuivre. En dépit de l'heure tardive, hôtel de ville, pardon. En dépit de l'heure tardive, la porte principale est toujours ouverte. Si vous souhaitez entrer dans l'hôtel de ville, rendez-vous au 84. Si vous préférez poursuivre votre chemin en direction du port, 191, et avec l'orientation, c'est 252. Je vais rentrer dans l'hôtel de ville. Pourquoi pas? Dans l'entrée principale, un vieil homme est assis.
Il arbore une longue barbe et semble fort aimable. Penché sur un lutrin, il est en train d'étudier un énorme livre à la reliure de cuir. Sa lecture l'absorbe tant qu'il n'a pas remarqué votre présence dans l'enceinte de l'hôtel de ville. Si vous souhaitez lui demander le chemin du consulat du Summerlune, rendez-vous au 211. Si vous préférez repartir et trouver vous-même votre chemin, 191. Je vais lui demander mon chemin, bien sûr. 211. Le consulat du Summerlund, demande-t-il d'un air surpris, visiblement déconcerté par votre soudaine apparition. Puis, se reprenant, oh, mais bien sûr, s'exclame-t-il, c'est sur la place, à Lynn, près du port. Prenez à droite en sortant et encore à droite au bout de l'avenue. Vous arriverez alors à la porte rouge. Il vous faudra un laissez-passer rouge pour entrer, car le consulat se trouve à l'intérieur du quartier maritime et la circulation y est réglementée. Vous demandez à l'homme ce qu'il convient de faire pour obtenir un laissez-passer rouge. On voit que vous êtes étranger, répond-il. Tout le monde sait à Port-Basque qu'il faut demander cela au capitaine de la tour de guet. La tour se trouve au bout de la rue, vous ne pouvez pas la manquer. Vous tomberez dessus dès que vous aurez tourné le coin. Vous remerciez le vieil homme et vous quittez l'hôtel de ville au 191. Un peu plus loin, la rue pavée tourne brusquement vers la droite. Vous vous trouvez alors devant un bâtiment de pierre blanche qui porte cette plaque fixée au-dessus de la porte. Tour de guet, autorité maritime. La rue pavée aboutit à un haut mur de pierre dans lequel est aménagée une grande porte rouge gardée par 2 soldats. Au-delà de cette porte, on distingue les mâts des navires ancrés dans le port. Si vous souhaitez entrer dans la tour de guet, rendez-vous au 318. Si vous préférez vous approcher de la porte rouge, rendez-vous au 246. Je vais rentrer dans la porte de guet au 318. Vous vous trouvez dans un vaste hall entièrement désert. Face à vous, vous apercevez 2 portes sur lesquelles sont fixées des plaques de cuivre. Si vous voulez franchir la porte dont la plaque indique laissez passer blanc, rendez-vous au 75. Si vous poussez la porte dont la plaque indique laissez passer rouge, 62. Enfin, si vous préférez ressortir, vous approchez des gardes postés à l'autre bout de la route, 246. Je vais bien sûr m'approcher de la porte indiquant laissez passer rouge au 62. Vous entrez dans une vaste pièce remplie de classeurs et de livres de comptes. Face à vous, un homme revêtu d'un uniforme d'officier des forces navales de Durénor est assis à un grand bureau. Il tient devant lui un énorme livre posé debout sur le bureau. À votre entrée, l'homme lève les yeux de son livre et vous jette un regard inquisiteur. Vous devez avoir des affaires bien urgentes à mener pour solliciter un laissez-passer à une heure aussi tardive. Je voudrais voir votre permis d'entrée et l'autorisation de votre officier commandant. Si vous avez réuni ces documents d'accès au cours de votre quête, rendez-vous au 126. Si vous n'avez pas les documents demandés ou si vous ne souhaitez pas les présenter à cet homme, vous devez prendre le risque de lui montrer le sceau d'Amerdal et vous rendre au 263. Si vous n'avez ni le sceau ni les documents, vous quittez la pièce et retournez dans le hall au 318. Ah ben d'accord. 318. Eh bien, je vais essayer le laisser-passer blanc, c'est juste pour voir, hein, au 75. Vous pénétrez dans un bureau aux odeurs de moisi. 2 hommes y sont assis, penchés sur leur table qui ploie sous les piles de livres et de papier. Bonsoir monsieur, dit l'un des hommes. Sa longue moustache, soigneusement cirée, tressaute quand il parle. Monsieur désire-t-il un laissez-passer de marchand demande-t-il. Avant même que vous ayez pu répondre, l'homme vous tend une poignée de formulaires incompréhensibles. Si monsieur veut bien se donner la peine de signer ici, je me ferai un plaisir de donner immédiatement à monsieur son laissez-passer. Il en coûtera 10 couronnes à monsieur. Si vous désirez signer ces papiers et faire l'achat d'un laissez-passer blanc, inscrivez cet objet spécial sur votre feuille d'aventure. Soustrayez les 10 pièces d'or qu'il vous aura coûté et rendez-vous au 142. Si vous n'avez pas assez d'argent ou si ce laissez-passer ne vous intéresse pas, retournez dans le hall. Je retourne dans le hall au 318. Pour moi, ce n'est pas utile. J'ai l'impression que je ne vais pas m'en sortir. Je suis très inquiet. Donc je vais m'approcher des gardes postés au 246 parce que je n'ai pas le choix. L'un des gardes s'avance vers vous et demande à voir votre laissez-passer. Si vous avez un laissez-passer blanc 170,
Sinon, un laissez-passer rouge 202, si vous n'avez pas de laissez-passer à l'entrée du port, vous serez interdit, ce sera le 327. Je commence à fatiguer un peu, mais c'est trop passionnant, je ne peux pas arrêter. 327. Vous rebroussez chemin le long de la rue pavée en vous demandant ce qu'il convient de faire lorsqu'un jeune garçon s'approche de vous. Je peux vous faire entrer dans le port, dit-il, mais il faudra payer. Il vous montre alors une enveloppe remplie de papiers officiels ou qui semble telle. Grâce à ces papiers, poursuit-il, vous obtiendrez un laissez-passer rouge au poste de garde. Ils sont à vous pour 3 couronnes seulement. Si vous souhaitez acheter ces documents d'accès à ranger à l'intérieur de votre veste, vous payez le prix demandé. Si vous n'avez pas 3 couronnes, le garçon fera une pause pour réfléchir, puis vous en demandera alors le nombre de couronnes que vous avez. Et si vous n'en avez plus, acceptera en paiement un objet ou une arme. Ben, moi, je vais payer les 3 couronnes, donc ça fait que je suis à 39. Alors, donc je vais acheter des documents d'accès à ranger à l'intérieur de ma veste. 318. 318. Donc là, je prends le laissez-passer rouge à nouveau au 62. Bon, finalement, je m'en suis sorti, j'ai eu peur. Alors, j'ai les documents d'accès, je vais au 126. L'homme tire sur la corde d'une clochette dissimulée au regard et soudain 4 gardes armés font irruption dans la pièce. Ces documents sont des faux. Vous êtes sans aucun doute un espion, peut-être même pire. Quoi qu'il en soit, vous n'allez pas tarder à apprendre ce que nous faisons des criminels dans votre genre à Port-Bax. Emmenez-le. Avant que vous n'ayez pu fournir la moindre explication, les gardes vous saisissent et vous emmènent à la prison de la ville. Tout votre équipement est confisqué, y compris les objets spéciaux et les armes, et on vous jette dans une cellule remplie de canailles à l'aspect patibulaire. Vous remarquez aussitôt que plusieurs de ces fripons portent au poignet droit un tatouage qui représente un serpent. C'est le signe de Vonotar, le traître. Et lorsqu'enfin les gardes découvrent votre véritable identité en examinant votre équipement, il est trop tard. Les séides du sorcier vous ont déjà étranglé. Votre mission s'achève donc tragiquement en même temps que votre vie dans un cul de basse-fosse de Port-Dax. Et merde. Voilà. Mais écoutez, ça est mal parti. J'ai pas pu retrouver mon sac à dos, tout ça. Donc bon, c'est dur, c'est très très dur, les amis, cette traversée infernale. Je progresse à chaque essai, mais c'est dur, hein, autant vous dire. Mais je serais ravi, pour tout vous dire, d'y retourner. Et j'espère que vous m'accompagnez lors de ce 4e essai. On y sera déjà au 4e. Donc je reprendrai a priori à la sauvegarde ou je reprendrai peut-être au moment du naufrage. Parce que j'ai l'impression que pour retrouver le sac à dos, il faut peut-être... non, peut-être au moment du naufrage. Je vais faire ça. Allez, ciao, bonsoir et à bientôt, j'espère, sur la chaîne.